En 2025, un accord nucléaire entre le Sahel et la Russie promet d'alimenter des millions de foyers longtemps plongés dans le noir. Pourtant, une partie du pays peine encore à stabiliser son réseau, alors même que les réacteurs sont présentés comme la clé d'une souveraineté historique et d'un développement accéléré. Que vaut une promesse de lumière quand les villages attendent toujours la première ampoule et qu'Ibrahim Traoré porte ce pari sur ses épaules? Dans ce contraste brutal, chaque kilowatt devient un vote silencieux pour l'avenir du Sahel tout entier. L'accord nucléaire signé en 2025 place le Sahel face à une promesse inédite: transformer une région longtemps dépendante en un espace capable de produire et maîtriser sa propre énergie. Le bénéfice central formulé dès les premières négociations repose sur une gestionnistique simple: garantir une autonomie énergétique durable. Pour les responsables locaux, cette perspective signifie bien plus qu'un progrès technique. Elle conditionne la capacité du pays à moderniser ses infrastructures, à alimenter ses services essentiels et à réduire une dépendance structurelle qui, depuis des décennies, fragilise son développement. Mais derrière cette ambition se cachent des enjeux lourds. Le projet exige une coordination technique complexe, un financement de long terme et une gestion régulière de la sécurité, surtout dans une zone où les tensions régionales peuvent rapidement perturber les chantiers stratégiques. Les scientifiques et ingénieurs mobilisés savent que la moindre défaillance pourrait provoquer des retards majeurs ou raviver les doutes d'une partie de la population, déjà inquiète face à la dimension nucléaire du programme. Alors que les premiers travaux avancent, la question cruciale demeure: le Sahel dispose-t-il réellement de la stabilité institutionnelle nécessaire pour soutenir un projet aussi ambitieux? Les premières estimations techniques publiées après l'accord de 2025 ont révélé un point déterminant: la capacité potentielle de production pourrait couvrir jusqu'à 70% des besoins énergétiques du Sahel d'ici 2030, un chiffre inédit dans l'histoire récente de la région. Dans le même temps, les notes préparatoires internes ont montré que les coûts initiaux seraient inférieurs aux prévisions de plusieurs agences, bouleversant les modèles économiques établis avant la signature du pacte. Ce double constat a agi comme un révélateur. La région, longtemps présentée comme dépendante des importations, voyait soudain apparaître un horizon nouveau où les infrastructures lourdes, les services publics et les secteurs productifs pourraient enfin s'appuyer sur une énergie stable. Cette bascule a immédiatement attiré l'attention des experts internationaux, certains saluant la démarche, d'autres redoutant des vulnérabilités dans un contexte géopolitique tendu. Dans les semaines qui ont suivi, l'arrivée d'ingénieurs russes et la mobilisation des équipes locales ont posé les premières bases du projet. Les fondations de la centrale ont été établies dès 2026, accompagnées d'un programme de formation pour une nouvelle génération de scientifiques africains envoyés dans plusieurs universités spécialisées. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette dynamique a été présentée comme un tournant historique, non seulement pour le Sahel, mais pour l'ensemble du continent. Les autorités ont insisté sur l'idée qu'un pays au cœur du Sahel pouvait démontrer sa capacité à sortir d'un cycle ancien de dépendance, souvent perçu comme un héritage de rapports de force asymétriques. Cependant, la montée en puissance du projet a également exposé ses premières failles. Les infrastructures électriques existantes, parfois obsolètes ou incomplètes, peinaient à suivre le rythme d'un chantier aussi ambitieux. Plusieurs missions d'évaluation menées par des organismes internationaux ont souligné la nécessité d'améliorations rapides en matière de sécurité, de gouvernance et de gestion technique. Ce paysage contrasté entre avancées mesurables et défis structurels place le Sahel devant une question centrale. La région pourra-t-elle réellement convertir cette impulsion initiale en un modèle durable et équilibré? Au cœur de la mise en œuvre initiale, un personnage a servi de repère pour comprendre les premiers effets du projet: le technicien chargé de coordonner les travaux entre équipes locales et spécialistes russes.
Son rôle, discret mais essentiel, a permis de structurer les étapes fondatrices, notamment l'installation des premières lignes de distribution destinées à relier la future centrale aux zones urbaines déjà partiellement électrifiées. À travers son regard, l'on voit comment un chantier monumental peut s'ancrer dans des routines concrètes, faites de vérifications quotidiennes, d'ajustements et de diagnostics rapides. Dans plusieurs districts proches du site, l'arrivée de nouveaux équipements a commencé à produire des effets perceptibles. Les écoles ont reçu leurs premiers dispositifs électriques stables, permettant aux laboratoires d'expérimenter des modules autrefois réservés aux grandes capitales africaines. Dans un centre médical régional, la mise en service d'un générateur provisoire a ouvert la voie à l'utilisation continue d'appareils de diagnostic essentiels, améliorant la qualité des soins pour des milliers de patients. Ces transformations précoces ne suffisent pas encore à garantir la réussite du projet, mais elles démontrent qu'un chantier nucléaire peut générer, dès ses fondations, des retombées visibles pour les communautés locales. Sous la coordination politique d'Ibrahim Traoré, ces signaux sont utilisés comme arguments pour renforcer la confiance d'une opinion publique divisée entre espoir et prudence. Tout commence réellement au moment où les équipes mixtes arrivent sur le site désigné pour accueillir la première centrale nucléaire. Avant leur venue, la zone n'était qu'un terrain partiellement nivelé, marqué par quelques installations logistiques et des repères techniques plantés dans un sol sec. Après leur arrivée, l'espace se transforme en chantier structuré, avec des modules préfabriqués, des laboratoires temporaires et un réseau dense de plateformes destinées aux opérations de forage initiales. Ce basculement rapide crée l'impression d'un accélérateur, comme si la région franchissait en quelques semaines un saut que l'on pensait réservé à des économies beaucoup plus industrialisées. Les premiers mois sont marqués par une succession d'étapes critiques. Les ingénieurs procèdent aux analyses de stabilité du sol. Les techniciens assemblent les pylônes d'alimentation préliminaires. Les équipes de sécurité testent la résistance des installations face aux conditions climatiques locales. Chaque tâche nécessite une coordination minutieuse, car la moindre erreur peut entraîner des retards coûteux. Plusieurs rapports internes signalent des ajustements indispensables, notamment concernant la configuration des matériaux composites destinés à la base de la cuve principale. Ces alertes n'interrompent pas le chantier, mais elles montrent la fragilité d'un projet exposé au moindre imprévu. Lorsque les travaux structurels atteignent leur vitesse de croisière, l'atmosphère change. Les responsables locaux commencent à percevoir que le projet n'est plus une promesse abstraite, mais un système en construction, concret, visible, irréversible. Ce sentiment se renforce lorsque les premiers modules de formation sont lancés pour les jeunes ingénieurs africains. Ils apprennent à interpréter des mesures radiométriques, à analyser des cartes thermiques et à surveiller des protocoles de calibration. Leur enthousiasme devient un moteur supplémentaire pour le chantier, même si certains encadrants notent que l'écart de compétences entre équipes locales et partenaires étrangers nécessite encore un accompagnement constant. Pendant ce temps, la dynamique politique se densifie. Ibrahim Traoré présente publiquement l'avancée des travaux comme la preuve que le Sahel peut s'extraire de décennies de dépendance énergétique. Ces discours insistent sur l'idée de souveraineté, sur la nécessité d'assumer des choix ambitieux et sur la responsabilité partagée entre gouvernements, techniciens et citoyens. Cette communication nourrit un regain d'espoir dans certaines zones urbaines où l'on voit dans le projet un horizon de développement inédit. Toutefois, dans plusieurs régions rurales, des inquiétudes persistent. Des communautés se demandent si l'énergie produite sera réellement accessible pour elles ou si elle profitera d'abord aux grandes villes et aux secteurs stratégiques. Le chantier connaît un premier tournant majeur lorsqu'une équipe internationale effectue une inspection de sécurité anticipée. Les experts évaluent les systèmes de drainage, les zones de confinement et l'organisation interne du site. Leur conclusion est mitigée. Les progrès sont réels, mais plusieurs points nécessitent une consolidation urgente.
Cette évaluation devient un moment de tension maximale pour les responsables techniques. Ils doivent prouver que les corrections demandées peuvent être apportées sans bloquer les phases suivantes. Le défi est relevé en réorganisant une partie des ressources humaines et en renforçant les protocoles de contrôle. À mesure que les semaines passent, un cycle répétitif, mais décisif, s'installe. Ajustement, vérification, avancée. La progression était parfois lente, parfois fulgurante. Les ingénieurs parlent de dynamique irrégulière, une cadence typique des projets aux haute complexité technique. Malgré les fluctuations, la trajectoire générale reste ascendante. Les fondations de la cuve sont consolidées. Les premières composantes du circuit primaire sont réceptionnées et les segments extérieurs des futures lignes de transmission commencent à prendre forme. Ce rythme entretient l'idée que le pays approche d'un point de non-retour. Le Sahel ne peut plus revenir en arrière, car la structure en cours de construction redéfinit déjà son rapport à l'énergie et à son avenir. Au moment de la signature de l'accord, la capacité énergétique annuelle du Sahel reposait sur un réseau fragmenté, ne couvrant qu'une fraction de la demande nationale. Après 3 années de travaux, les projections officielles indiquent que la première centrale pourrait atteindre une fourniture capable de couvrir 70% des besoins énergétiques du pays d'ici 2030. Ce pourcentage résulte d'une modélisation qui intègre la montée en puissance progressive des réacteurs. Il traduit aussi l'ambition du projet, qui vise à transformer la disponibilité énergétique d'une région historiquement sous-équipée. Parallèlement, les données consolidées en 2027 montrent que l'utilisation de techniques nucléaires appliquées à l'agriculture a permis d'augmenter les rendements d'environ 25% dans plusieurs zones proches du chantier. Cette hausse témoigne de l'impact non énergétique du programme, révélant un bénéfice tangible au-delà de la production d'électricité. Elle illustre également la façon dont les secteurs connexes peuvent profiter d'un transfert technologique structuré. Une autre mesure importante provient des premières évaluations budgétaires. Les études de faisabilité ont conclu que les coûts totaux seraient inférieurs aux estimations initiales de plusieurs institutions internationales. Cette différence, évaluée en pourcentage non spécifié, reflète une marge d'efficacité inattendue dans la gestion des ressources techniques. Elle permet aussi au gouvernement de défendre la soutenabilité financière du projet malgré une dette croissante. Ces 3 mesures constituent le socle quantitatif le plus solide dont disposent aujourd'hui les analystes. Elles permettent de suivre l'évolution du chantier au-delà des discours politiques et de mesurer l'écart entre promesses et réalisations. Les institutions indépendantes, notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont d'ailleurs confirmé que plusieurs installations respectaient progressivement les standards internationaux, même si certains protocoles nécessitent encore des ajustements. La dynamique générale indique une progression régulière, mais elle reste vulnérable à plusieurs facteurs structurels. Les fluctuations du financement externe, par exemple, peuvent modifier la cadence des travaux. Les infrastructures locales, parfois insuffisantes, obligent les ingénieurs à adapter leur méthodologie pour maintenir la qualité des opérations. Chacun de ces éléments influence les courbes de performance attendues pour les prochaines années. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le gouvernement présente ces chiffres comme l'épreuve d'une trajectoire ascendante, insistant sur la solidité d'un modèle en construction. Les rapports officiels soulignent que les bénéfices énergétiques prévus pourraient réduire la dépendance extérieure tout en stabilisant les systèmes publics essentiels. Ils rappellent aussi que la formation de jeunes scientifiques contribue à renforcer la capacité locale de gestion. Cependant, plusieurs experts recommandent de lire ces données avec prudence. Les estimations énergétiques reposent sur des conditions idéales qui exigent une continuité politique, une sécurité renforcée et une collaboration technique ininterrompue. Les gains agricoles, bien que significatifs, pourraient varier avec les saisons et l'état des infrastructures d'irrigation. Quant aux coûts, leur réduction apparente masque parfois des dépenses différées liées au maintien de la centrale.
Ces éléments soulignent la nécessité de considérer les chiffres comme des signaux, non comme des certitudes. Ils montrent ce que le Sahel pourrait devenir, mais rappellent aussi qu'un projet nucléaire dépend d'un équilibre fragile entre efficacité technique, gouvernance rigoureuse et stabilité macroéconomique. Deux séries d'arguments structurent généralement l'évaluation du projet nucléaire engagé au Sahel. La première relève des partisans du programme, qui s'appuient sur des éléments techniques et économiques apparus dans les rapports publiés depuis 2025. La seconde émane des observateurs plus prudents, qui soulignent des contraintes logistiques, institutionnelles et sécuritaires, susceptibles d'influer sur la trajectoire réelle du chantier. Du côté des soutiens, plusieurs points sont mis en avant. Le volet énergétique constitue l'argument central. Les projections de capacité indiquent qu'une part importante de la demande nationale pourrait être couverte une fois la centrale opérationnelle. Les indicateurs liés à l'agriculture et à la santé sont également évoqués, notamment la progression mesurée des rendements agricoles dans certaines zones pilotes ou l'introduction de technologies médicales reposant sur les radioisotopes. Pour ces analystes, ces résultats préliminaires montrent qu'un transfert technologique peut produire des effets tangibles dès les premières phases d'un programme de grande ampleur. Le développement de formations en sciences et ingénierie est enfin considéré comme un facteur positif pour renforcer sur le long terme la capacité locale à gérer des infrastructures complexes. Les réserves exprimées par d'autres spécialistes s'appuient sur des considérations tout aussi techniques. L'une des inquiétudes les plus fréquentes concerne la stabilité du financement, car un projet nucléaire implique des coûts de maintenance et d'exploitation élevés, souvent étalés sur plusieurs décennies. Les évaluations publiées par certaines institutions internationales ont également souligné que les normes de sécurité nécessitaient encore des améliorations majeures, notamment en matière de gestion des sites sensibles et de formation continue du personnel. Certains rapports signalent que les écarts entre infrastructures existantes et exigences nucléaires peuvent entraîner des retards, voire des révisions structurelles. Enfin, plusieurs analyses insistent sur la complexité institutionnelle. La réussite d'un tel programme dépend de la coordination entre agences techniques, autorités réglementaires et opérateurs de terrain. Un ensemble parfois difficile à harmoniser dans des environnements soumis à des pressions politiques ou sécuritaires. L'examen croisé de ces deux positions permet d'obtenir une vision plus complète du projet. Chaque série d'arguments repose sur des données ou évaluations publiées, sans chercher à anticiper des conclusions définitives. Le projet reste en cours de développement et les résultats futurs dépendront largement de la capacité opérationnelle à maintenir les standards techniques requis. Un seuil technique apparaît soudain. Les évaluations intermédiaires, menées ici après plusieurs phases de construction, indiquent que la progression du chantier atteint un point où les décisions structurelles doivent être consolidées. Les ingénieurs décrivent cette étape comme une zone charnière. Les installations primaires sont suffisamment avancées pour envisager les tests préliminaires, mais encore trop fragiles pour garantir une montée en puissance sans ajustement supplémentaire. Ce moment oblige les équipes à réexaminer l'organisation des travaux et la répartition des ressources, notamment pour les segments liés à la sécurité et au système de contrôle. Dans ce contexte, les responsables du projet rappellent que la coordination générale reste essentielle. Les rapports publiés soulignent l'importance d'une surveillance continue, car plusieurs modules techniques nécessitent des vérifications croisées avant de passer aux étapes suivantes. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, la communication officielle insiste sur la nécessité de maintenir une trajectoire stable, en mettant l'accent sur la fiabilité plutôt que sur la vitesse. Cette approche vise à réduire les risques de révision tardive, souvent coûteuses dans les projets de haute complexité. À ce stade, la question porte moins sur l'avancement visible que sur la capacité à maîtriser chaque transition technique. Les premières retombées du projet nucléaire apparaissent différemment selon les institutions publiques. Pour les administrations chargées de l'énergie, l'avancement du chantier modifie la manière d'anticiper la planification nationale.
Les projections révisées permettent d'envisager un réseau électrique plus stable, ce qui facilite la préparation de programmes d'extension vers plusieurs régions sous-équipées. Les services de santé et d'éducation commencent également à intégrer de nouvelles hypothèses de fonctionnement, notamment la possibilité de disposer d'une alimentation plus régulière pour les hôpitaux et les centres de formation. L'ensemble reste toutefois soumis au rythme réel du chantier, qui évolue par phases successives et nécessite une coordination continue. Du côté des entreprises, les conséquences se manifestent principalement dans les secteurs agricoles, logistiques et technologiques. Certaines exploitations proches du site ont confirmé une amélioration de leur rendement grâce aux techniques nucléaires appliquées à l'agriculture, ce qui modifie la structure de leur production annuelle. Les entreprises impliquées dans le transport bénéficient d'une augmentation des flux liés au chantier, créant une demande accrue en matériel spécialisé. Les startups technologiques se tournent vers de nouveaux créneaux d'analyse, comme la surveillance radiométrique et la gestion des capteurs environnementaux. Ces évolutions restent toutefois inégales selon les régions, car toutes ne disposent pas encore des infrastructures nécessaires pour absorber ces opportunités. Pour les populations locales, les impacts sont perceptibles mais variables. Dans plusieurs zones urbaines, la stabilité d'alimentation électrique issue de générateurs temporaires a amélioré le fonctionnement d'écoles, de centres médicaux et de petites entreprises. Certaines zones rurales observent également des progrès, notamment grâce à l'installation de dispositifs provisoires destinés à accompagner les travaux. D'autres communautés expriment des interrogations sur la portée réelle des bénéfices, car l'accès à l'électricité demeure irrégulier dans plusieurs districts. Les sondages publics publiés depuis 2027 montrent un paysage d'opinion partagé entre attentes positives et préoccupations liées au coût et à la sécurité. Au niveau régional, les conséquences géopolitiques suscitent l'attention de plusieurs acteurs internationaux. L'augmentation du rôle énergétique potentiel du Sahel modifie la distribution des intérêts stratégiques dans la zone, notamment en matière d'approvisionnement et de partenariat technologique. Plusieurs missions d'évaluation menées par des organisations internationales ont noté des avancées significatives dans la mise en place des normes de sécurité, même si certaines exigences restent partiellement remplies. Les pays voisins observent de près la progression du projet, car une centrale nucléaire dans une région à forte contrainte logistique implique une surveillance renforcée. Les discussions diplomatiques se multiplient pour anticiper les éventuelles évolutions liées à la mise en service future. Sous la supervision politique d'Ibrahim Traoré, ces retombées sont régulièrement synthétisées dans les communications officielles, qui mettent l'accent sur les éléments mesurables rapportés par les institutions techniques. Cette présentation vise à fournir un cadre lisible des transformations en cours, sans préjuger de leur impact final. Le projet demeure en développement, et les effets réels dépendront de la capacité à stabiliser simultanément la sécurité, la gestion et l'exploitation des infrastructures. Les évaluations publiées par plusieurs équipes techniques permettent de dégager 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils synthétisent les conditions techniques, logistiques et financières observées jusqu'ici. Ils servent surtout de repères pour mesurer l'évolution d'un chantier dont les paramètres restent sensibles aux aléas institutionnels et opérationnels. Dans le scénario dit de base, le chantier progresse selon le rythme actuellement observé. Les équipes parviennent à maintenir les phases de construction sans interruption majeure, ce qui permet d'atteindre les étapes prévues dans les calendriers ternes. Les systèmes de sécurité reçoivent des ajustements réguliers et les missions de vérification internationale confirment une progression conforme aux attentes minimales. Cette trajectoire suppose que les financements déjà engagés restent stables et que les infrastructures locales continuent de fonctionner sans perturbation significative. Le scénario optimiste repose sur une accélération perceptible des travaux. Les approvisionnements matériels arrivent sans retard. Les équipes spécialisées sont renforcées et les modules de formation atteignent une efficacité accrue.
Cette configuration permettrait d'anticiper certaines phases et d'améliorer la synchronisation entre installations électriques externes et composants nucléaires internes. Les institutions partenaires pourraient alors ajuster leurs prévisions énergétiques et intégrer plutôt l'hypothèse d'une mise en service partielle. Ce scénario exige une stabilité technique élevée, une coordination sans rupture et une sécurité opérationnelle parfaitement maîtrisée. Le scénario pessimiste s'appuie sur des contraintes déjà identifiées. Plusieurs points de dépendance logistique, notamment liés aux infrastructures routières et aux chaînes d'approvisionnement externes, peuvent provoquer des ralentissements prolongés. Les exigences réglementaires internationales pourraient également retarder certaines étapes si les inspections identifient des écarts nécessitant des révisions structurelles. À cela s'ajoute la possibilité que certaines installations locales rencontrent des difficultés de maintenance, entraînant des ajustements imprévus dans le calendrier. Une telle évolution n'implique pas l'arrêt du projet, mais elle pourrait décaler les prévisions de plusieurs mois. Ces trois scénarios montrent que le prochain cycle d'avancement dépendra moins de la rapidité visible du chantier que de la capacité à maintenir une coordination stable entre acteurs techniques, institutions réglementaires et opérateurs de terrain. Les projections ne fixent pas de conclusion définitive. Elles fournissent plutôt un cadre d'analyse pour suivre les transformations attendues au cours de la période à venir. Les effets du projet nucléaire apparaissent peut-être différemment selon les groupes directement concernés. Pour les professionnels de l'énergie et des infrastructures, les travaux en cours représentent une évolution majeure de leur environnement opérationnel. Les données techniques publiées ces dernières années leur offrent des repères au plus précis pour anticiper les besoins futurs en réseau électrique et en équipement de maintenance avancé. Cette perspective crée un cadre de planification plus structuré, même si les incertitudes liées aussi au rythme du chantier demeurent présentes. Dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé, l'amélioration progressive de l'alimentation électrique, issue de dispositifs temporaires, modifie l'organisation quotidienne. Les écoles qui bénéficient d'installations provisoires révisent leurs horaires pour exploiter des périodes de stabilité énergétique plus longues. Les centres médicaux adoptent des outils de diagnostic dont l'usage continu nécessite une alimentation fiable. Ces changements restent localisés, mais ils signalent une transition vers des services publics moins dépendants des interruptions récurrentes. Pour les ménages, la perception des transformations dépend largement de leur localisation. Certaines zones urbaines observent des améliorations tangibles, comme la réduction des coupures ou la disponibilité accrue de services essentiels. D'autres régions, en particulier les zones rurales éloignées, constatent un rythme plus lent, car les infrastructures nécessaires à la distribution restent en développement. Les enquêtes publiées montrent que les attentes se concentrent principalement sur la fiabilité et l'accessibilité de l'électricité, deux éléments encore partiellement atteints. Au niveau des acteurs économiques locaux, le projet ouvre progressivement de nouveaux espaces d'activité. Les entreprises de logistique, d'ingénierie et d'analyse environnementale identifient des opportunités liées aux chantiers et aux besoins techniques associés. Certaines exploitations agricoles utilisent déjà les techniques nucléaires pour améliorer leur rendement, ce qui influence leur modèle de production. Ces évolutions restent encore en phase d'expérimentation, mais elles indiquent des pistes de diversification pour les années à venir. La consolidation du projet nucléaire pour les prochaines années repose sur plusieurs étapes opérationnelles destinées à structurer les décisions techniques et institutionnelles. La première consiste à stabiliser les dispositifs de financement déjà engagés. Les autorités chargées de l'énergie doivent définir un calendrier prévisible des décaissements et établir un mécanisme de suivi budgétaire cohérent. Les partenaires internationaux impliqués dans la construction sont invités à partager des données de coûts actualisées, ce qui permet d'harmoniser les projections financières avec l'avancement réel du chantier. La deuxième étape concerne le renforcement de la gouvernance technique. Les agences nationales responsables de la régulation doivent mettre en place un protocole de contrôle plus fréquent des installations en construction.
Les rapports d'inspection recommandent d'introduire des cycles de vérification trimestriels, accompagnés d'indicateurs mesurables comme la conformité des modules de sécurité ou l'état des équipements critiques. Cette approche vise à réduire les écarts entre normes requises et mises en œuvre pratiques. Une troisième étape porte sur la formation continue des équipes locales. Les centres de recherche et les institutions universitaires doivent définir des sessions de mise à niveau destinées aux ingénieurs et techniciens impliqués dans les opérations nucléaires. Les modules de formation incluent l'analyse radiométrique, la maintenance préventive et la gestion des systèmes de contrôle. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, ces programmes sont régulièrement intégrés aux communications officielles afin de montrer l'évolution des capacités locales.